Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Zambé Asambelakate, Dieu ne fait pas de prières. Oui, parce que c'est à lui que toutes les nations de la terre font monter leurs prières. Bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission de tous les samedis soirs, Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Pour ce numéro, nous recevons une fois de plus votre serviteur, l'homme qui crache le feu en faisant dévoiler des vérités spirituelles profondes, le docteur Nombo Landry. Et avec lui, nous allons toujours continuer dans le thème l'évangile des profondeurs, cette fois-ci dans sa 30e partie. Et la 30e partie va aborder le sous-thème la clé de Salomon. Mais avant qu'on puisse vous présenter notre invité, nous allons d'abord écouter la chanson de Charlotte Dipanda, Maman n'a pas vu. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidimbi ananika enu anyombe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moetube, alabe tomba sila ne tomba, aye, alabe tomba sila ne tomba, we mama miomba, we maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non, et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyomena loben, matoi lotate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema, usitimbe ananika eno wanyambe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moedube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, we, mama miomba, we, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas
ne tombe pas, ala ne tombe pas, Sila ne tombe pas, ouais, à maman miomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Anna Ballet, maman ne l'a pas vu, non, 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 Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Anna Ballet, maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu d'abord, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas vu, elle est d'abord. Cher invité, docteur Landry Nombo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fauchinel. On pense que vous êtes l'homme qui crache du feu. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est vous qui le dites. Vous êtes, je l'ai lu là tout à l'heure, vous êtes un observateur. Donc, nous le prenons comme ça. D'accord. Alors, dernièrement, c'est-à-dire dans la 20e partie, on abordait la définition du concept nation. Et je vous avais comme ça emmené dans la nation d'Israël, qui est une nation qui n'est composée que des enfants des tribus. Voilà. Donc, 12 tribus d'Israël issues d'une même personne, Jacob. Alors, vous avez dit que vous avez eu des ajouts sur cette définition de la nation. On vous écoute. Tout à fait. Merci, M. Fresnel Ongouba, de nous avoir reçus sur ce plateau pour réaliser une des émissions les plus importantes de notre série d'émissions, l'Évangile des profondeurs, la 30e partie. Nous évoquions la question des nations. Nous disions qu'il serait difficile pour l'humanité d'établir sa marche vers la sagesse et vers la paix universelle sans que ne soit correctement abordée l'idée de la nation. Nous avions fait un retour dans l'Antiquité et c'est pendant que nous nous prononcions, nous nous penchions sur cette question, j'avais trouvé qu'il y avait une question essentielle. C'est que votre vision de la nation, qui est pourtant celle de la Bible aussi, avec le cas d'Israël, je pensais qu'il fallait un peu revenir et bien éclaircir cette partie-là. En effet, Israël avait été constitué de 12 tribus. Qu'est-ce qu'une tribu? Lorsqu'on nous pose cette question au XXIe siècle, je pense que on pourrait dire que c'est un groupe social et politique fondé sur une parenté réelle ou supposée et qui se formait dans les types de sociétés qu'on appelait des sociétés pré-industrialisées. Elles pouvaient aussi constituer, lorsque ces tribus pouvaient occuper un territoire, constituer une sorte de division administrative et politique. Nous avions vu le cas d'Israël. Dans la terre promise, chaque tribu avait occupé un territoire et avait créé une sorte de fédération d'Israël à l'époque de David. Mais lorsqu'on repart dans le passé, cette notion de tribu, qui en réalité semble nous présenter un état embryonnaire. Donc l'état, dans sa dimension embryonnaire, la tribu. Alors là, nous fonçons droit vers la conception moderne de la nation aujourd'hui, ou de l'état aujourd'hui. Donc la tribu, au XXIe siècle, c'est un état. C'est l'état dans sa forme embryonnaire. Mais lorsque nous intégrons la question des sages, à l'époque, dans l'Antiquité,
la tribu n'avait pas le caractère que nous lui donnons aujourd'hui. La tribu était formée par un prince. Donc c'était un grand sage, une lumière. Vous avez par exemple le cas des 12 fils de Jacob. Vous verrez même le cas qui est le plus récurrent, celui du discours d'Abraham avec Dieu, où on parle de son fils Ismaël. Il dit, je le rendrai fécond. Et je lui donnerai 12 princes. Il engendrera 12 princes. Et de lui sortira une grande nation. Donc vous voyez, ces 12 princes étaient à l'origine de la tribu dans sa dimension antique. Dans sa dimension, dans sa conception antique. À cette époque-là, la tribu était un foyer où émergeaient des sages. Si on oublie ce détail, nous n'aurons pas une idée sur la nation. Dans la tribu, il y avait des sages. Qui émergeaient. Qui émergeaient. Donc c'était un foyer où il y avait des maîtres d'école qui faisaient émerger des sages, des lumières, et ainsi de suite. C'est ce qui fait de la tribu, non l'État embryonnaire, mais une nation embryonnaire. Si vous comprenez cette partie, oui. C'est la nation dans son état embryonnaire. Parce que là, il y a des âmes nées qui émergent au niveau de la tribu. Lorsque ce grand Ernest Renan évoque la question des tribus arabes, l'exégèse, comme on dit, n'a pas permis à Renan de voir cette dimension. Vous verrez aussi qu'il parlait des familles avec les 12 tribus de Jacob. Les familles, c'était au fait un ensemble de sages, composé des sages de première génération, qu'on appelle les pères, les anciens. Non, première génération, c'est au fait c'est pas les anciens. Les sages et les intelligents du monde que nous avions évoqué la dernière fois. Et puis les sages de deuxième génération, qu'on appelle allégoriquement des enfants. Donc, le tout formait ce qu'on appelait une famille. Pour le cas d'Israël, qui était une grande nation. Parce qu'on devait voir la nation à partir des grands bâtisseurs, là, ces grands sages-là. Donc, ils étaient mêlés les enfants et les pères. Donc, les sages et les intelligents du monde. Et cette catégorie qu'on appelle les enfants. Et le tout formait ce qu'on appelle les familles. Oui. Donc, dans les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, il y avait des sages qui faisaient des tribus, des nations embryonnaires. C'est-à-dire dans chaque tribu. Dans chaque tribu. Il y avait des sages. Il y avait des sages. Maintenant, le problème, c'est lequel, M. Fresnel, les chers téléspectateurs, c'est que en Orient, on parlait de sages, de bâtisseurs. Mais curieusement, le mot philosophe ne se retrouve pas trop de ce côté-là. Toute la Bible, quand vous allez fouiller, le mot philosophe n'existe pas. Le mot philosophie, je l'ai vu rencontrer une ou deux fois dans la Bible. Les sages qui émergeaient au niveau des tribus et qui avaient la pierre, qui avaient réalisé le connaître toi-même, grands sages ou sages ordinaires, qui avaient le connaître toi-même, qui avaient allumé leur lampe, fonctionnaient dans une société philosophique qu'on appelait la maison. Nous avions là par exemple la maison d'Isaacar, la maison de Dan, la maison de Lévi, la maison de Judas, la maison. Donc, ces sages venaient là créer une société philosophique au niveau de la tribu, la maison. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que dans la Bible, j'ai remarqué que le terme bâtisseur est synonyme de philosophe. Ah, donc le mot bâtisseur dans la Bible égale philosophe. Parce que lorsque Socrate prend le connaître toi-même, c'est la pierre qu'on trouve. Or, celui qui a la pierre dans une tribu et fonctionnait dans une société philosophique. Donc, c'est le bâtisseur dans la Bible est l'équivalent du philosophe. Donc, M. Fresnel, chers téléspectateurs, la philosophie n'a pas été inventée par les Grecs. Elle est dans la Bible dès la Genèse. Elle est universelle. Elle est universelle. Elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Et voici raison pour laquelle je dis pour ce siècle, le 21e siècle sera un siècle spirituel, donc un siècle de philosophie, où nous allons aborder la question de Dieu, la question de la religion avec la philosophie.
Maintenant, ça, c'est au niveau des tribus. Les tribus, maintenant, pouvaient se rassembler et organiser, se former maintenant en État. Cet État-là, pour le fait qu'il y avait des sages, des bâtisseurs, qui forment donc la nation, vous voyez que cet État qui était formé là, devenait en fait une nation. C'est pour ça que je parlais la dernière fois d'une entité politique et civilisatrice. Parce que là, les amenés qui formaient des sociétés philosophiques au niveau de la tribu, au niveau de la nation qu'ils avaient formée lorsque les 12 tribus étaient réunies, ils choisissaient une ville pour former une cité. Donc on quittait la maison de la tribu pour la cité. Un peu comme ce que David a fait. Et effectivement. Donc on a choisi, c'est bien dit, monsieur Fresnel, on choisissait une montagne. Une ville où il y avait une montagne. Cette montagne-là, c'était l'image d'un royaume. Parce que le royaume à l'époque, vous allez vous rendre compte, monsieur Fresnel, que c'était au fait le roi entouré de ce qu'on appelait à l'époque des sujets. Et c'est l'ensemble des sujets qui formaient le peuple. Ce n'est pas la population. C'est l'ensemble des sujets constitués des sages, surtout bâtisseurs, qui formaient le peuple. Et c'est ce peuple-là, dans l'État, ou dans un État, ou dans une entité politique, qui faisait que cette entité politique soit appelée une nation. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez voir l'histoire de Daniel. Lorsqu'on réunit, Nebuchadnezzar veut comprendre quelque chose, un songe qu'il n'a pas compris, il appelle les Chaldéens, les sages, les magiciens, et ainsi de suite. Ça, c'était le peuple. Dans l'Antiquité, les gens qu'on convoquait là, c'était le peuple. On dit même quand le peuple devient nombreux, ça fait la joie du roi. Donc les autres qui n'étaient pas dans ce cercle-là n'étaient pas le peuple. Non, ce n'était pas le peuple dans l'Antiquité. Le peuple, c'était cette catégorie de sages. Parce que là, c'était des bâtisseurs. Les bâtisseurs. Quand on parle de génie du peuple, mais le génie à la pierre. Donc ce n'est pas le peuple tel que nous le voyons aujourd'hui. Je ne veux pas encore aborder la question de la citoyenneté. Donc on choisissait une ville. Tout simplement parce que permettez-moi que je vous coupe un peu. Alors si on comprend bien, on ne naît pas dans le peuple, mais on le devient. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit faire un effort pour éclairer sa lumière et devenir bâtisseur. Et devenir bâtisseur et constituer le peuple. D'accord. C'est bon. Nous allons prendre par exemple le cas de... Donc la nation, on choisit donc une montagne ou un lieu élevé, tel que la montagne de Sion, la colline de Sion. C'est un royaume qui montre que Jérusalem est une cité. Donc tous les bâtisseurs de toutes les 12 tribus, des 12 tribus de Juda, se retrouvaient là, avaient formé une entité civilisatrice, une communauté de sages bâtisseurs, formant une entité civilisatrice. Jérusalem, la cité. Et vous verrez sur cette montagne-là, il y avait un temple. Le Dieu qui était là, invoqué là, c'était le Dieu qui protégeait la cité. Donc la nation. Et vous remarquerez, monsieur Fresnel, c'est le comportement des enfants d'Israël. Donc, constitué de ces sages-là, le peuple-là, que je viens d'évoquer, dans cette dimension-là, eux, lorsqu'ils gaffaient, toute la nation-là, toute la population-là, avait des problèmes avec Dieu. Et c'est ce peuple-là qu'on dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué, ce sont ces grands sages-là. Parce que la divinité, à cette époque-là, venait protéger. C'était une divinité à vocation protectrice et civilisatrice. Donc, eux, ils n'abordaient pas la religion sous sa forme théologique, mais sous sa forme philosophique. Vous comprendrez aussi que la ville, il y a à l'époque, dans l'Antiquité, même des philosophes ou des bâtisseurs qui se sont tapés le luxe de s'identifier à la ville où devait être établie la cité, ou bien la cité qui les a engendrés. En Orient, plutôt en Occident, vous avez le cas de Thalès de Milet, Pythagore de Samos, et ainsi de suite. Vous avez aussi dans la Bible Jésus de Nazareth, Marie de Magdala. Vous avez encore même cette personne qui est venue
aider Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrène. Mais curieusement, lorsque ces noms sortent de la Bible, ce ne sont pas des philosophes, soi-disant. Quand ces noms sortent, un nom collé à une ville, et quelqu'un qui s'est déployé dans la sagesse, en Occident, on dit que c'est un philosophe. Mais tout ce qu'on voit dans la Bible, là, non, apparemment, ce n'est pas des philosophes. Qu'on vienne maintenant me démontrer que quelqu'un qu'on appelle Jésus de Nazareth, écoutez même l'expression, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Écoutez l'expression, sortir quelque chose de bon, d'après les propos de Nathanaël. Donc, ils étaient des philosophes. Bien évidemment. Donc, c'est la philosophie. Écoutez, même on dit du Christ qu'il frappait les gens par sa doctrine et sa sagesse. Comment quelqu'un de si grand comme le Christ, qui dit qu'il y a parmi vous plus que Salomon, on ne dit pas de lui qu'il est philosophe. D'accord. Donc on a comme ça Jésus de Nazareth, Simon de Cyrène, aussi Paul de Tarse, Saul de Tarse. C'était des philosophes. Des bâtisseurs. Bon, vous qui pensez que ces gens-là, que dans la Bible il n'y a pas de philosophes, on vous invite, venez devant le docteur Nombo Landry pour prouver que dans la Bible, il n'y a pas de philosophes. On a vu comme ça, il a démontré que le mot bâtisseur dans la Bible fait allusion aux philosophes. Donc, arrêtez de dire que la Bible ne se marie pas avec la philosophie. Il y a la philosophie là-dedans. C'est ce que nous dit le docteur Nombo Landry. Mais nous voudrons dire Alléluia à présent avec la chantre Alexandra Burke. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Voilà, c'est dans l'Alléluia que nous sommes en train de développer l'évangile des profondeurs avec notre docteur Nombo Landry. Et notre pensée du jour, oui, on ne va pas l'oublier, notre pensée du jour est « Le sage n'a pas peur de la connaissance ». Quand on est sage, on n'a pas peur de la connaissance. Au contraire, on se sert de cette connaissance comme une lumière pour se diriger. Alors, pasteur Landry. Docteur Landry. Bon, voilà, pasteur, docteur. Bon, docteur Landry, utilisons le thème qui vous correspond. Notre cher docteur Landry. Alors, dites-nous, la nation, la citoyenneté. Où est la place de la citoyenneté dans la nation dont vous êtes en train de décrypter? C'est une très bonne question, M. Fresnel, je vous remercie. C'est une très bonne question. Parce que nous avions évoqué la question de la citoyenneté définie dans une dimension ontologique et morale. Vous allez remarquer, lorsque les tribus, les sages des tribus se retrouvaient dans une ville pour établir une cité, alors là, pour le fait qu'ils venaient pour bâtir, ils constituaient le peuple. Et ce peuple-là était constitué de citoyens. Comme c'était des sages. Oui, le peuple bâtisseur était donc constitué de citoyens, définis dans une dimension ontologique et morale. C'est pour ça que vous voyez, lorsque vous n'étiez pas capable, les sages n'étaient pas capables de se déployer dans une ville, une cité, établir donc allégoriquement un royaume, ils étaient qualifiés de barbares parce qu'ils n'avaient pas la pierre. C'était des citoyens, vrais, mais les peuples assis dans les ténèbres. Des barbares. Des barbares ou des ignorants. Mais lorsqu'ils avaient la pierre, ils avaient allumé leur lampe, c'était donc des citoyens capables de bâtir une cité. Maintenant, au niveau de la cité même, ils formaient ce qu'on appelait aussi une société philosophique qu'on appelle la maison. Pour le cas d'Israël, nous avions une société philosophique extrêmement célèbre que Salomon appelait la fille de Jérusalem. La fille de Jérusalem. De Jérusalem. Elle a été bâtie à l'époque de David. C'est pour ça que David est une étoile de berger. C'était le premier à éclairer le peuple au niveau de Jérusalem. Ils ont bâti cette société philosophique qu'on appelait en termes l'assemblée et qui est devenue chez les Grecs l'ecclésia. Et à l'époque de Salomon, tellement qu'il avait correctement éclairé le peuple, il avait favorisé l'émergence des justes. Et ils avaient formé une société philosophique extrêmement glorieuse, avec des bâtisseurs ayant la pierre, et puis des bâtisseurs qu'on appelait des justes. Et ils ont formé une grande société philosophique qu'on appelait la fille de Jérusalem. La fille de Jérusalem, chantée dans le Cantique des Cantiques. Et je voudrais ici profiter de cette occasion pour dire que le Christ s'est inspiré de cette maison-là. Ah oui, la fille de Jérusalem. Et pour bâtir aussi sa société philosophique universelle, qu'on appelle l'Église. Donc par principe, vous constatez que, depuis quelques émissions, nous constatons que lorsque nous allons de bâtisseurs vers les bâtisseurs, nous tombons dans la société philosophique et nous avons l'Église. Maintenant, la grande question, si vous comprenez maintenant que les bâtisseurs, c'était au fait des citoyens bâtisseurs. Hein, ceux qui évoluaient dans la ville, c'était des citoyens bâtisseurs, ceux qui avaient la pierre. Ceux qui n'avaient pas la pierre, c'était des citoyens, mais pas des bâtisseurs. Ceux qui évoluaient dans les ténèbres n'étaient pas des bâtisseurs. Des barbares. Des barbares. Ceux qui évoluaient dans les cités, dans les sociétés philosophiques, étaient des bâtisseurs, donc des citoyens bâtisseurs. Maintenant, revenons avec la Grèce. L'apôtre Paul a parcouru la Grèce antique, les cités, les colonies grecques établies en Asie mineure. Mais M. Fresnel, vous regardez, je disais qu'il a rencontré des barbares, des Grecs, des ignorants et des savants. Donc des philosophes, des hommes moraux, des philosophes, des grands philosophes ignorants et des grands philosophes, des grands sages ignorants et des grands philosophes. Du côté de l'Orient, il les a rencontrés, même avec les Grecs. Mais regardez, est-ce que réellement la constitution des cités grecques qui a inspiré le monde d'aujourd'hui était réellement des nations ou des États? C'est là où nous allons chuter.
vous allez remarquer que même les Grecs ont bâti leur cité après le morcellement du territoire grec à partir d'un principe qu'on appelle le synécisme. Dans la langue française actuellement, ou bien actuellement, quand on parle de synécisme, on dit que c'est la réunion des tribus en vue de former un nouvel État. Mais lorsque nous voyons ce terme synécisme dans le grec ancien, ça signifiait la communauté de maisons. Et dans l'Antiquité, les maisons, c'était tout simplement les sociétés philosophiques. Donc vous voyez que dans les tribus grecques, il y avait les sages. Et ce sont ces sages-là qui exigeaient que l'État soit formé dans une ville. Ce sont ces sages-là qui exigeaient que la ville qui doit influencer la création de la cité devait avoir une montagne où était placée l'acropole. Et à cet endroit-là, cette montagne-là, il y avait des temples dédiés aux dieux, protectrices de la cité. Comme me disent M. Bongo, M. Freshnel Angouba, entre les sages qui avaient exigé une ville où il y avait la montagne, pour des raisons philosophiques, pour des raisons de civilisation, parce que la divinité, à cette époque, était une divinité à vocation protectrice et civilisatrice. Donc ce n'était pas le peuple ou le citoyen est défini comme sujet de droit qui avait besoin forcément de ça. Non, non, non. C'était d'abord les philosophes. Donc la cité était choisie en fonction de la vision des philosophes. Donc quand on dit synécisme, dans le grec ancien, c'était au fait une communauté de maisons. Donc en fait, les tribus, les sages des tribus cherchaient à se réunir, à faire une réunion de maisons au niveau de la ville. Donc c'était des bâtisseurs. D'accord. Et à la suite, les Grecs savaient qu'en allant dans la ville, qui devaient faire office de cité, tel que défini dans l'Antiquité même avant eux, oui. Il fallait donc, c'était comme l'image d'un royaume. Comme le royaume est une entité politique dirigée par un roi, vous comprenez, ils ont ramené le caractère politique du royaume qui était déjà inspiré par la cité dans sa dimension philosophique. Ils l'ont ramené et on est maintenant fait un État. C'est en ce moment qu'est apparu le citoyen défini comme sujet de droit, oui. Est apparu et puis a occulté la dimension ontologique et morale de la citoyenneté qui est incarnée par les philosophes. En réalité, si on voit la Bible, on vous dira que les cités grecques c'était des nations. Mais nous, à cette époque, nous disons que ce sont des États. En réalité, c'était des États-nations. Des cités grecques? C'était des États-nations. Maintenant, à notre époque, disons-le, M. Freshnel, est-ce que les États actuels sont réellement des nations? Pour vous répondre clairement, non. Ce sont des États dans leur forme moderne. C'est là où les Lumières, ou bien ceux qui ont traité la question de la citoyenneté au XVIIIe siècle, qui a préparé les questions de République, ainsi de suite, se sont un peu, ont fait une mauvaise lecture de la cité grecque. Nous avions actuellement des États et non des nations. Sinon le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors en bref, donnez-nous donc la différence en bref entre nation et État. Les États, c'est au fait tout ce que nous avions comme citoyenneté défini en tant que, dans la dimension juridique. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Donc un territoire, un peuple, et ainsi de suite, des citoyens. C'est ça que nous appelons aujourd'hui. Ça englobe tout le monde. Voilà, tout ce qui voilà. se trouve, Ça c'est dans la dimension. Ça c'est l'État. Oui. Mais la nation n'est pas vue comme ça. Et vous allez voir, M. Freshnel, c'est que dans le cadre de l'État ou d'une république, la citoyenneté est fondée sur une sorte de conscience morale. Par contre, dans la nation, le ciment est incarné par la sagesse. C'est la sagesse qui est le ciment des nations, et non une forme de conscience morale. La conscience morale est le ciment des États, mais la sagesse est le ciment des nations. Raison pour laquelle je vous dis, si nous fonctionnons avec les États actuels, tels que nous sommes là, nous n'irons nulle part. Nous sommes au XXIe siècle. Il faut maintenant faire entendre les choses que ce siècle
doit engendrer, l'humanité doit tendre vers la paix universelle. Nous sommes en 2021. Il faut maintenant établir les États-nations. Et comme nous ne les avions pas encore fait, voilà pourquoi je disais qu'il faut organiser au niveau de Brazzaville, du Congo. À l'époque, lorsque les Rénans évoquent ces questions de nation, c'était dans un contexte un peu difficile, la question de l'Alsace et Lorraine entre l'Allemagne et la France. Vous voyez, ils ont eu le courage, M. Fresnel, de dégager un concept de la nation. Les autres l'ont fait. Et vous voyez même ce que la France a eu à faire autour de ce concept-là, nous a garanti, aujourd'hui, avec la démocratie, une paix relative, surtout en Occident. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Il faut maintenant, surtout, j'ai aimé le thème que vous avez choisi aujourd'hui, la clé de Salomon. Mais un homme qui a la clé de Salomon, il est bien en face de vous, le Congo là, aujourd'hui. Nous pouvons, aujourd'hui, Monsieur Fresnel, changer le monde et en faire le meilleur endroit. Le premier pas, c'est celui de conduire les États à s'établir ou à exister comme nation. Je peux m'arrêter là. Si vous avez des questions, nous pourrons répondre à nos téléspectateurs. Voilà. Mais je vais revenir un peu sur la cité. Vous dites que les philosophes, ceux qui réfléchissaient, ceux qui avaient la lanterne, ils choisissaient, ils décidaient qu'on bâtisse la cité là où il y avait la montagne. Alors, je vais prendre le cas de la cité romaine. On dit qu'elle est bâtie sur 7 collines. Est-ce que cela veut dire qu'il y a le summum, ils avaient atteint l'État-nation à la perfection parce qu'ils étaient bâtis sur 7 montagnes? Bon, je ne sais pas comment ce que... qu'est-ce que l'on faisait sur les 7 montagnes? Le problème, c'est que la montagne qui faisait de la ville une cité, il y avait des symboles. Chez les Grecs, c'est l'acropole. Chez les Grecs, il y avait l'acropole. Donc les philosophes pouvaient aussi retrouver... Chez les Juifs, le mont Sion. Le mont Sion, ça existe. Vous voyez, ça existe chez les Juifs depuis des années. On ne parle pas trop de Jérusalem tel qu'on parle de l'acropole aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, monsieur Fresnel, les Juifs, Israël a engendré le plus grand nombre de grands philosophes dans le monde. Si vous prenez les grands bâtisseurs, vous avez le Christ, c'est eux. D'accord. Vous verrez même, lorsqu'on parle de Jésus, on dit, il vient sauver son peuple. Vous voyez, son peuple. Lumière pour Israël, mais sauveur de son peuple. Lequel? C'est les bâtisseurs. Il ne sauve pas tout le monde, il sauve les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Si vous voyez le Pharaon dire à Joseph, mon peuple t'obéira. C'est lequel peuple? Ce sont les sages qu'il avait invités là. Parce qu'il a fallu lui maître de sa maison. Maître de sa maison. Donc son peuple devait lui obéir. Donc si nous ne voyons pas la dimension, la citoyenneté dans la dimension sagesse, l'humanité ne va pas évoluer. Maintenant, il faut organiser des sommets, des conférences, des colloques à caractère mondial pour qu'à Brazzaville démarre quelque chose qui a fait que nous puissions nous présenter ici dès la première émission. Nous avions dit que Brazzaville, ou le Congo-Brazzaville, sera l'épicentre d'un mouvement à caractère planétaire. Ça sera le mouvement de l'universalité. Nous allons maintenant aller sur l'universel. Nous allons reprendre, M. Fresnel, le combat qu'a perdu l'Église il y a quelques siècles devant les Lumières. Parce qu'il est inadmissible que des penseurs qui ne sont même pas encore des hommes moraux, ni des philosophes, viennent devant l'Église et ôtent la Bible comme source autorisée. Nous allons ramener la Bible comme source autorisée parce que le monde va prendre le chemin de la paix universelle. La Bible sera une source autorisée. Nous pourrons même y voir les autres livres sacrés. D'accord. Alors, lorsque vous parlez de la notion de la pierre, une idée me vient dans la tête, le passage qui dit les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Angulaire. La pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qu'ils ont rejetée. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est que
est-ce que pour que les nations arrivent à cet état, c'est-à-dire les peuples de la terre arrivent à l'état-nation, est-ce qu'il ne fallait pas identifier les pierres et les réunir afin qu'eux ils travaillent? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la question. Mais il faut d'abord se poser la question si ces pierres existent. Si elles n'existent pas, il faut les former. Oui. Il faut les engendrer. C'est un travail. Il faut les engendrer. Et après, lorsque nous les trouverons, ces pierres, ces bâtisseurs, il faudrait leur faire connaître la pierre angulaire. Et une fois qu'ils ont la pierre angulaire, c'est l'humanité qui est christianisée. Est-ce qu'on peut former n'importe qui ou bien il y a des gens prédisposés pour assumer ce rôle? Monsieur Fresnel, vous verrez que la réussite de la Renaissance à l'époque, c'est parce qu'ils avaient compris, à partir le retour qu'ils avaient fait sur l'Antiquité, ils avaient compris les secrets du développement, de l'éducation de l'esprit humain. C'est un esprit perfectible. On le forme. Il n'y a pas à dire qu'il y a un tel... Non. Tout le monde est perfectible. Oui. Donc, nous devons repartir dans l'Antiquité, trouver ce que l'Antiquité a prévu pour ces choses. Former et les engendrer. Les Socrates faisaient comment pour faire la maïeutique? Les Socrates faisaient quoi lorsqu'ils parlaient de connaître toi-même? Mais qu'est-ce que vous pensez lorsqu'on forme et puis on abandonne? Parce qu'on constate aussi qu'il y a des gens qu'on forme et puis on abandonne. Nous sommes suivis par des initiés, oui. monsieur Fresnel. Oui. Ce n'est pas des choses aussi légères. Vous savez, si l'humanité elle-même peine à être en paix, c'est que ce n'est pas des choses qu'on trouve n'importe quel moment. Mais lorsque un siècle vous permet de le découvrir, de le connaître, il faut en saisir l'opportunité. Parce que, en ce qui concerne ce bouquin, la Bible, M. Fresnel, ce que j'ai enduré, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai rencontré, pour tirer ces leçons dont je vous parle aujourd'hui, sans faire recours à un bouquin, je vous dis la vérité, je ne sais pas si avant 4 siècles, un être humain pourra faire ce travail. Je vous le dis. Et ça, ce travail-là n'a été que destiné au Congo. Aux Congolais, je vous le dis. D'accord. Alors, docteur Landry, on arrive à l'atterrissage de notre émission. Vous avez certainement un dernier mot. Monsieur Fresnel, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention, lorsque nous considérons la marche de l'être humain, du genre humain, vous remarquerez que l'homme, l'apparition de l'homme de Néandertal, le Néandertalien qui a réussi à découvrir le feu, a été un tournant dans notre évolution. Et ça, c'est sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, il en est de même. Lorsque nous allumons le feu, notre lampe, il y a ce feu-là, la pierre ou la raison discursive. Vous comprendrez, chers téléspectateurs, que l'humanité commencera réellement à poser les véritables pas vers la paix et la paix universelle. Vous remarquerez aussi que tous les instruments, les outils que forge l'homme, découvre l'homme pour son bien-être, pour assurer son bonheur, il s'en sert aussi pour la guerre. Il s'en sert aussi pour la destruction. Mais vous verrez, parmi tous les outils qu'a découvert l'homme, que se forge l'homme, la pierre est le seul instrument, le seul outil que l'être humain utilise pour avancer, pour se développer, et non pour la destruction. Très bien. La pierre est l'outil que l'être humain utilise pour se développer. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a certains téléspectateurs qui pensaient qu'il fallait leur le numéro de téléphone. Allez-y. Pour ceux qui veulent nous appeler, on a le 06 673 47 48. 06 673 47 48. Ou bien appelez par le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pourrez avoir le docteur Landry. D'accord. L'incendie n'attend que l'étincelle pour s'enflammer. Et cette étincelle, c'est chacun de nous. Ne voyez pas l'autre, vous aussi vous êtes l'étincelle. Formez-vous, et vous qui êtes au-dessus, qui connaissez ces secrets, formez les autres pour que nous parvenions à l'État-nation et nous fassions émerger les nations qui sont sur la terre. Bonsoir et à la prochaine.
Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.